RFI. Este ora 11 și 21 de minute la RFI și l-am invitat astăzi în studioul nostru pe arhitectul și urbanistul Jeremy Verken. Jeremy Verken are o legătură specială cu România, are o legătură specială cu Bucureștiul și are o legătură foarte specială cu cartierul Vatra Luminoasă, căruia i-a dedicat multă muncă, căruia a dedicat și o carte pe care nu a scos-o singur, este adevărat, dar veți vedea, dacă nu-l cunoașteți deja, că viața așează uneori lucrurile de o manieră foarte interesantă. Jérémy, cred că vorbește un pic și limba română, dar în orice caz vorbește limba franceză. Bonjour Jérémy. Bonjour Mihaela. Merci d'être venu dans notre studio. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de ta liaison avec le quartier Vatra Luminoasă, mais je pense que l'histoire vaut la peine d'être racontée et racontée. Alors, dis-nous tout. Ça remonte en effet à mes grands-parents qui ont fui le régime communiste en 1968, qui sont partis en Tunisie. Ils étaient réfugiés politiques en Tunisie, puis en France. Et je suis en effet né en France dans les années 90 et je suis revenu avec ma grand-mère qui était partie dans ce Bucarest qu'elle avait tant aimé dans les années 30. Et j'ai découvert dans les années 2000 ce quartier, le quartier Vatra Luminoasă, qui se situe tout à l'est de Bucarest, et qui avait été construit finalement par mon arrière-grand-père, l'architecte Ioan Hanciu, qui était l'architecte en chef de Casa Construcțiilor, la maison des constructions. Et il avait édifié ce quartier, un quartier de maisons ouvrières pour des ouvriers et des fonctionnaires publics, un quartier d'environ 500 maisons dans un ancien champ de mûrier, qui était vraiment à l'extrémité de Bucarest, dans un langage art déco, modernisme art déco comme on l'appelle ici. C'est devenu un quartier prisé, c'est devenu un quartier qui évolue, et c'est aussi encore aujourd'hui un quartier qui préserve des vrais trésors, parce que une fois que les maisons sont construites, elles sont habitées, après elles commencent à vivre vraiment. Et elles évoluent avec les générations, avec la végétation, avec les animaux du quartier. Et nous allons parler peut-être un peu plus tard de cet aspect également. Comment, toi, en tant qu'architecte, tu vois ce quartier Vatra Luminoasă? Tu lui as dédié un livre bilingue, Vatra Luminoasă, le modèle des cités-jardins à Bucarest, modelul orașului grădină în București. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en tant qu'architecte et urbaniste, sur comment a été construit ce quartier? Quels sont ses avantages, peut-être ses inconvénients? Qu'est-ce que elle représentait à l'époque et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Alors ce quartier, c'était déjà dans les années 30, voilà, le quartier qui a été construit entre 1933 et 1949, c'était déjà la modernité. La modernité d'un point de vue esthétique, avec ces maisons cubiques d'une teinte très claire, qui était un petit peu en rupture avec le style néo-roumain, avec ses couvertures à deux pans. Donc on avait déjà une rupture dans le langage avec cette esthétique inspirée du Bauhaus, des revues allemandes que lisait mon arrière-grand-père. Mais c'était aussi une modernité, puisque pour la première fois, certaines personnes, notamment les ouvriers, avaient accès à l'eau courante, à l'électricité, à une salle de bain qui avait une dimension assez importante. Donc dans les années 30, on arrivait à un certain confort, avec des pièces chauffées avec un poêle à bois, voilà, un poêle dans presque toutes les pièces. Donc on avait vraiment un nouveau confort. Et donc ce sont des maisons qui présentent une densité assez intéressante d'un point de vue urbain, où on a des maisons jumelées, donc on a cette densité qui est aussi intéressante d'un point de vue de la construction de la ville, avec des jardins attenants autour, qui ne sont pas très grands, qui font environ 150 mètres carrés, mais qui permettent d'avoir un espace extérieur pour pouvoir planter, pour pouvoir cultiver des fruits, des légumes. Donc voilà, c'était aussi un confort intérieur, mais un confort extérieur. Et à l'origine, dans les années 30, chaque occupant a pu installer de la vigne, des arbres fruitiers, et venir notamment avec des animaux. Les maisons, est-ce qu'elles ont été construites dès le début pour abriter plusieurs familles éventuellement, ou au fur et à mesure
les maisons se sont un peu séparées. Parce qu'il y a deux entrées. Il y a une entrée principale, il y a une entrée à l'arrière. En général, non, elles se ressemblent, la plupart des maisons. Alors, cette maison, Celle dans laquelle, parce qu'on n'a pas dit encore, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, tu as toujours une maison, enfin une partie d'une maison, dans le quartier Vatralminas. Tout à fait, on a gardé cette maison familiale, donc il y a une typologie spécifique. Donc dans ce quartier, il y a eu différentes typologies, c'est-à-dire différentes formes d'habitat avec des tailles différentes, des formes différentes. Donc celle-là, c'est la typologie 5, qui était plutôt pour les fonctionnaires publics de l'institution, la maison des constructions. Et donc il y avait dans cette maison jumelée une seule famille. Donc c'était, par exemple, dans cette rue, il y avait l'avocat de la maison des constructions, l'architecte qui habitait, etc. Et on a d'autres formes qui sont plus petites, des maisons wagons, donc des maisons en longueur, qui sont aussi construites dans ce quartier et qui présentent voilà, des choses intéressantes aussi d'un point de vue architectural, où on a à la fois dans les détails architecturaux, que ce soit les pilastres, les poteaux, des oculus, des choses qui vont varier, qui varient à la fois par rapport à la typologie de l'habitat, mais aussi par rapport à l'époque de construction, parce qu'on commençait à construire dans les années 30 et on a fini presque dans les années 50. Donc il y a eu cette évolution où on a laissé peu à peu la décoration, l'art déco, vers quelque chose de finalement plus épuré et plus simple. Alors, les illustrations de cet album sont en général en noir et blanc, mais il y en a pas mal qui sont en couleur. C'est aussi intéressant parce qu'on peut voir en général comment le quartier a évolué. Et une des problématiques de l'évolution de ce quartier, ce sont les rénovations. Comment on rénove aujourd'hui, comment on adapte le confort des années 30, 40, 50 au confort de l'an 2000. Et là, ça ne se passe pas toujours comme il faut, en fait. Parce oui, que... vous avez raison. On a eu, en effet, à travers le reportage photographique de Nico Ilfoveanu, un état des lieux de ce qu'étaient aussi ces maisons maintenant. Elles ont presque 80, 90 ans. Et il y a ce besoin de... je dirais plus loin que la rénovation, c'est même une restauration, parce qu'on est dans une zone protégée, avec des spécificités. Et en fait, il faut aussi, bien sûr, il faut s'adapter au changement climatique. Donc, il y a la question de comment on isole ces bâtiments. Mais ce qui est important, c'est de conserver toutes les spécificités architecturales de ce bâtiment. Donc, on a cet enduit à la tyrolienne, qui a cette rugosité, cette aspérité qui attrape la lumière, qui fait la beauté de ces façades. On a des listelles qui entourent les encadrements de baies, les encadrements de fenêtres. On a les menuiseries en bois, en chêne à l'extérieur, en sapin à l'intérieur. Et donc, en fait, il faut d'abord comprendre ce qui fait la spécificité du bâti pour pouvoir ensuite intervenir. Et toujours quand on choisit des solutions toutes faites, c'est là où le bas blesse et qu'on fait des erreurs. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas se dire on va isoler par l'extérieur avec du polystyrène. C'est là qu'on risque d'endommager le bâti, parce que la brique, ces bâtiments sont construits en brique, c'est un matériau perspirant qui apporte un confort d'été incroyable. On a 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, il ne faut absolument pas... Il ne faut pas impacter le bâtiment, mais il faut le laisser respirer. Et donc, en fait, on isole en mettant un enduit à la chaux, en changeant les menuiseries avec le dessin d'origine, de préférence en bois, et en gardant les protections solaires. Donc, c'était très ingénieux à l'époque. On avait des stores intégrés dans le linteau de la maison, en bois, qui pouvaient s'orienter. Et donc, dès les années 20-30, on savait déjà qu'il fallait se projeter, se protéger des canicules, des épisodes caniculaires, en ayant des protections extérieures. Et on revient maintenant à des choses finalement assez simples, et d'intégrer ça aussi dans des constructions neuves. Bon, pour certains bâtiments, le mal a été fait et ça sera probablement difficile de revenir en arrière quand on voit des vitres à double vitrage plastique, le fameux jam thermopan à la roumaine, qui correspond pas à une rénovation et réhabilitation très soutenable. Mais voilà, il y a quand même des évolutions. Le charme s'est quand même préservé dans ce quartier. Et c'est un quartier qui a un avenir. Quel est son avenir, à ton avis ? Alors, justement, à ce propos, ça fait 3 ans que j'ai ouvert la maison au public pour des événements culturels
en 2023, j'ai commencé avec une exposition d'Arsana, puis Vlad Nanka en 2024. Et cette année, j'ouvre la maison au public pour une semaine avec l'artiste Albert Kahn. Donc l'artiste roumain Albert Kahn qui va exposer dans la maison. Et l'enjeu, c'est de faire aussi une sorte de lieu culturel ouvert quelques jours, semaines par an, à destination de la communauté, bien entendu la communauté de Vatra Alminoasa, mais aussi d'autres personnes intéressées par la question patrimoniale, mais aussi l'art contemporain. Bon, nous sommes arrivés à cette fameuse maison. Alors, parlons de la maison. Est-ce que tu te souviens quand tu l'as découverte pour la première fois? Écoutez, j'avais 12 ou 13 ans. Je suis arrivé pour la première fois en Roumanie, de l'aéroport Otopeni vers la maison, et j'ai découvert... C'était en quelle année? C'était dans les années 2007, quelque chose comme ça, quand Sibiu était capitale européenne de la culture. C'est 2007. Quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai été quand même stupéfait par la verdure de ce quartier. Je n'avais jamais vu un quartier en pleine ville aussi vert. Je n'étais pas encore allé à Berlin ou dans d'autres villes européennes qui étaient assez vertes. J'avais grandi dans ce Paris assez minéral à l'époque, et je découvrais... Et haussmannien. Et haussmannien. Ouais. Et j'ai découvert un quartier avec des maisons d'habitation de 2 maisons, complètement perdues dans la végétation, avec des lianes, des vignes grimpantes sur la totalité des façades. Et donc pour moi, c'était un peu un autre lieu, une sorte d'hétérotopie, un lieu qui était à moi, que je m'étais créé, et où plus rien n'existait. J'étais comme extrait du monde bruyant de Paris pour venir dans vraiment un havre de paix. Et donc à l'époque, pour moi, je n'allais pas en ville, mais j'étais dans ce jardin, sous la tonnelle, à lire, écrire, dessiner, et avec cette impression que le temps s'était arrêté. Voilà. Et donc, la découverte de la maison, quand vous êtes rentré la première fois, tu étais avec ta grand-mère, c'est ça? Tout à fait, ouais. J'étais avec ma grand-mère qui n'y était pas allée depuis quelques années. Et c'était aussi un échange conjoint où on parlait beaucoup de la mémoire qu'elle avait de ces lieux, qu'elle a connus dans les années 30, 40, d'échanges, de me montrer aussi comment cette maison avait existé, de comprendre aussi l'archéologie de cette maison, de comprendre l'histoire de cette maison qui a finalement subi... il y a eu beaucoup de choses se sont passées dans cette maison. Il y a eu par exemple les communistes, quand les communistes sont arrivés, nous ont imposé plusieurs familles. Il y avait ce Cartea de Immobile, le livre de l'immeuble, où étaient consignées toutes les personnes qui habitaient dedans, qui habitaient dans la maison. Rappelle-moi, donc combien de mètres carrés? Alors là, il y avait 120 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et votre partie à vous ou toute la maison? Parce qu'aujourd'hui... Alors toute la maison doit faire 200 mètres carrés. Et donc il y avait la famille de ma grand-mère, la famille de ma tante, leur grand-mère, et puis 2 familles supplémentaires sont arrivées. Qui habitaient où? Il y en a qui étaient dans le sous-sol, il y en a qui étaient à l'étage. Donc il y a eu toute une transformation aussi de cette maison, des murs qui ont été fermés, des accès, etc. Et donc en fait, du jour au lendemain, une famille est arrivée à la porte, a sonné avec un papier en disant « nous emménageons ici ». Et donc je pense que ça a été aussi un événement finalement assez brutal pour eux. Et c'est aussi ça l'histoire de cette maison, c'est-à-dire il y a le côté plus joyeux quand ils ont emménagé, mais après il y a eu aussi ce moment plus douloureux où plusieurs familles ont cohabité de manière plus ou moins difficile, qui est aussi l'histoire de plein d'autres personnes en Roumanie. Je dois avouer que j'ai été épargnée de cet épisode, mais j'ai vu une fois, pas forcément dans une maison, mais j'ai vu dans un immeuble à Bucarest, un grand immeuble de Cala Victoriei. J'ai vu plusieurs familles habiter comme ça dans un grand appartement avec plusieurs machines à gaz dans le couloir pour faire à manger, et c'était un monde très spécial. Les gens ils doivent s'habituer à travailler, à vivre ensemble. Il paraît que, juste pour petite parenthèse, en Russie, il y a des gens qui n'ont pas échappé à ce système d'habitation et qui préfèrent habiter comme ça dans ce type de communauté. Oui. Ils le recherchent. Donc voilà, parfois peut-être que c'est difficile
de sortir une fois qu'on s'est habitué ou qu'on est né dedans. Mm. C'est difficile de s'en sortir. Il y a une forme de communauté qui se crée, qui est peut-être parfois convenable sous les régimes plus ou moins autoritaires. Je ne sais pas. Oui. Ça crée une sacrée communauté. Et donc voilà, donc tu découvres cette maison qui est dans quel état à ce moment-là? Elle est dans un état finalement assez bon. Elle a été, on l'a protégée, elle a été entretenue pendant des années par Johan Hanschou, mon arrière-grand-père, et donc je la retrouve finalement telle qu'elle était dans les années 30, avec du mobilier art déco des années 30 qui a été entretenu. On voit que de l'huile de lin a été passée, et en fait, je vous évoquais ce temps un petit peu suspendu. C'est qu'on rentre finalement dans cet espace un petit peu comme dans un musée, comme un lieu finalement qui n'a pas trop bougé depuis les années 30. Et donc, c'est assez indescriptible ce sentiment, mais finalement, je me trouvais voilà, dans un lieu assez magique. Mhm. Et l'idée de faire une maison ouverte pour les artistes est venue quand? Et ben, c'est venu il y a 3-4 ans, à l'issue de cet ouvrage sur ce travail scientifique sur le quartier qu'on a réalisé avec Studio Zoda. Euh, on- L'idée, c'était de faire découvrir ce patrimoine aux Bucarestois. Bien sûr, ce quartier est déjà connu par notamment les architectes, mais de le faire découvrir au grand public, c'était assez important. On a senti, j'ai fait également des visites guidées du quartier, une réelle appétence des Bucarestois pour leur histoire et pour leur patrimoine. Mhm. Donc, ce qui est assez antinomique, parce que on pourrait dire que, vu l'état de certains bâtiments, il y a pas cet intérêt. Mais en fait, au contraire, il y a un intérêt qui est exacerbé pour le patrimoine. Et donc, quand j'ai vu comment étaient reçus finalement ces échanges sur ce quartier, etc., je me suis dit que j'allais aussi ouvrir cette maison telle qu'elle était, avec son mobilier d'époque qui appartenait à l'architecte Johan Hanschou, la maison au public. Et j'ai un intérêt également pour l'art contemporain, la photographie, la peinture, la sculpture, etc. Et donc, l'idée est venue finalement assez naturellement d'inviter un artiste contemporain chaque année dans cet espace, à l'intérieur et à l'extérieur, dans le jardin, pour montrer finalement ses œuvres au public. Bon, le jardin, il ne faut pas s'imaginer que c'est un très grand jardin. Il y a des maisons qui ont des jardins, je crois, plus imposants un petit peu dans le quartier. Mais il y a un petit jardinet devant. Et puis il y a la cour, un peu en L, qui continue, qui est très agréable et qui, voilà, offre Tout un... à fait, c'est un espace assez intime. Mhm. C'est pour ça on n'est ni une galerie ni un musée. C'est vraiment une maison où quelques œuvres viennent finalement euh, faire écho à la maison et lui ponctuer un petit peu voilà, le parcours de la maison. Alors, premier artiste invité, Alors, premier artiste, c'était Arsana en Arsana. 2023. Nous avons ici un petit album. En effet, Voilà. nous avons réalisé un catalogue avec le soutien de l'Union des architectes de Roumanie, que je remercie. Et on a pu, grâce à cela, euh, expliciter un petit peu la démarche artistique, expliquer aussi le quartier, son origine, son histoire, et surtout le travail de l'artiste, Arsana, qui fait un travail assez remarquable de porcelaine, Porcelaine, voilà. qui est une artiste aussi assez complète, qui travaille la porcelaine, mais qui travaille aussi le dessin, la peinture, l'illustration, donc qui travaille avec différents médiums et qui travaille voilà, des choses très fines, très poétiques, et qui racontent toujours une histoire. Je trouve ça très approprié pour l'histoire d'une maison. Qui est mieux que de la porcelaine pour raconter des histoires de maison. Ouais. Je pense que pour commencer, c'était une belle amorce de pouvoir avoir Mhm. des objets qui durent et qui fassent écho aussi à cette maison qui traverse le temps. Mhm. Et donc la suite, après Arsana, Alors après Arsana, nous avons eu la chance d'exposer Vlad Nanka, qui complètement différent. complètement différent, mais qui a réalisé 2 œuvres in situ pour la maison, Des silhouettes. des silhouettes, un homme et une femme, qui faisaient aussi écho avec ce quartier qui, voilà, qui n'est plus ce qu'il était, qui faisait écho aux personnes qui l'ont habité. Et donc, il y a eu tout un travail de résonance aussi entre son travail et la maison. Et puis, il a disséminé quelques pièces dans la maison, des dessins, sculptures.
Et on avait l'impression finalement que les œuvres se fondaient dans le décor. Et c'est ça que j'aime bien dans cette maison, c'est que on ne crée pas de sorte de distanciation que parfois on peut avoir dans un musée, Mhm. où l'œuvre peut aussi impressionner par sa taille, par sa mise en lumière, etc. Les œuvres ici se fondent. Parfois, on ne fait plus la différence entre une chaise et une sculpture. Et cette année, Vlad Nanka. Cette, Pardon, cette année, Albert Kahn, cette excusez. année, Albert Kahn, donc on a la chance de l'avoir pour l'événement qui ouvre samedi prochain à partir de 19h. Et donc, il va exposer des sculptures. Il travaille la lumière, donc des néons, qu'il installera dans le jardin, mais aussi à l'intérieur. On aura des caissons lumineux avec ces installations dans le paysage urbain, parce que c'est un artiste finalement qui travaille ces sculptures, mais dans l'interaction qu'elles ont avec les bâtiments. Et donc souvent, ce sont des sculptures installées dans des bâtiments abandonnés, des bâtiments en déréliction. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que il pose non seulement, enfin, il interroge le cadre bâti, Mm. et donc il interroge aussi l'histoire de Bucarest, à la fois l'héritage communiste, mais aussi les bâtiments construits à l'issue, à la chute du régime, qui sont abandonnés. Et il permet aussi de porter un regard sur des bâtiments parfois complètement en béton, un squelette de béton, et qui me pose la question aussi sur comment on construit, quelle est cette folie parfois de construire dans cette matière qui peut-être endommage aussi la question des sols, etc. Donc moi je l'interprète aussi de cette manière-là, c'est-à-dire euh, l'homme, l'échelle de l'homme au bâti, et quel bâti aussi on Mhm. laisse, et quelles traces on laisse aux générations futures. Bon, est-ce qu'on peut avoir comme ça des petits détails? Qu'est-ce qu'on va voir en fait? Qu'est-ce qu'il te propose? Quel type d'intervention? Alors, on aura plusieurs sculptures Mhm. lumineuses Mhm. dans le jardin. On aura également des dessins de l'artiste. On aura aussi des caissons lumineux, des photographies lumineuses d'intervention. Et donc voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Et par contre, la surprise, elle reste pour l'événement. La surprise, c'est Mm. qu'il y aura dans la maison des éléments cachés. Ah, Et donc, il y aura une quête des visiteurs. Ils devront chercher eux-mêmes des vidéos, installations dans l'espace. Quand je vous disais tout à l'heure que l'art se fond dans le décor, et bien là, ça sera comme un jeu euh, pour les visiteurs de trouver aussi l'œuvre dans le lieu. mhm. Quels espaces seront ouverts? Parce qu'il y a quand même plusieurs. Alors, Le sous-sol, il y aura le j'imagine. sous-sol qui Ouais. sera ouvert à la visite avec un espace dédié à quelques œuvres de l'artiste. Et on aura le rez-de-chaussée, l'étage qui originellement était le salon où mon arrière-grand-père organisait des fêtes Mhm. avec ses collègues et ses voisins. Et donc on aura ce rez-de-chaussée avec le salon et bien entendu une partie de la cour et du jardin avec quelques œuvres extérieures. Mhm. Quel est le plan à long terme pour cette maison? Ton plan pour cette maison? Parce que vous êtes deux familles en fait. Il y a toi et ta tante et ton oncle, Tout à non? fait. Mais pour l'instant, c'est vraiment, c'est une maison et c'est ça aussi qui fait le charme du lieu et de la proposition que je fais Mhm. aux artistes, de pouvoir, euh, de pouvoir installer des œuvres dans un lieu habité. Et donc l'objectif, c'est de continuer à réaliser des événements, des performances, des installations, chaque année pour essayer de faire vivre ce lieu, de le faire connaître davantage et de mettre en relation les artistes avec le public, qu'il soit le public de la communauté du quartier proche ou bucarestois. Mhm. Et pour ton oncle et ta tante, la cohabitation avec ces œuvres, comment ça se passe? La cohabitation se fait assez bien. C'est quelque chose qui, je pense, qui les intrigue un petit peu. Souvent, je leur montre justement ils peuvent découvrir aussi les œuvres et ils sont assez intrigués. Parfois, euh, les œuvres leur parlent même. Je pense Vlad Nanka, et ils ont Mhm. trouvé très intéressant finalement cette silhouette avec un cœur qui était de la végétation. Finalement, cette métaphore très belle. Et donc, ils n'ont pas forcément un lien aussi fort avec la culture, l'art, etc. Mais pour autant, il y a des artistes qui peuvent les toucher. Et donc, je pense qu'ils apprécient aussi cette démarche. Et encore une fois, ça permet de parler de leur histoire et du quartier qu'ils ont connu plus jeunes. Mhm.
Maintenant, je voudrais que tu nous parles un peu de ton métier, parce que tu es architecte et urbaniste, mais tu travailles pour la ville de Paris. Alors, oui, tout à fait, je suis architecte et urbaniste de l'État depuis maintenant 4 ans. Donc, je travaille, j'étais en charge de la Seine-Maritime, du département de la Seine-Maritime en Normandie Mhm. ces 3 dernières années pour le ministère de la Culture. Et je prendrai mes fonctions en septembre prochain pour la Dans fac. quelques jours, en fait. Le 15 septembre, Voilà. voilà. Et je deviendrai du coup architecte des bâtiments de France pour donc, le service de l'architecture et du patrimoine de Paris. Et donc, nous sommes une équipe de 6, 7 architectes des bâtiments de France qui avons en charge justement la question de la préservation du patrimoine, sa transmission aux générations futures, la question de la qualité architecturale, parce qu'on a la loi de 77 sur l'architecture en France, qui nous donne aussi voilà, une sorte d'objectif sur la qualité, l'intégration harmonieuse du bâti dans son contexte, mais aussi la qualité des matériaux. Et donc on a cette mission, tant dans l'architecture contemporaine que dans la préservation du patrimoine. Et donc on veille un petit peu avec nos partenaires, les collectivités territoriales, donc la ville de Paris, des acteurs privés, à intégrer le mieux possible les projets. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'interventions qui seront peut-être relevants pour Bucarest également ou pour la Roumanie? Comment on fait ou comment on fait pas? Quels sont... Voilà. De bons exemples. Bon, en fait, tout ce qui est important quand on intervient sur Mhm. du patrimoine, c'est de comprendre et de connaître le bâti sur lequel on intervient. Donc, souvent, il faut un maître d'œuvre, donc un architecte ou un architecte du patrimoine, qui analyse le bâti, une sorte de diagnostic finalement patrimonial, et qui permet de comprendre de quoi est constitué le bâtiment. C'est un peu comme quand on va chez le médecin, on réalise un diagnostic, voilà, il nous analyse, il nous ausculte, il nous prend le pouls, il mesure notre poids, il nous pose des questions sur nos antécédents. Et Mhm. ben, c'est exactement la même chose sur un bâtiment qui Mhm. vieillit, qui a des maladies, des pathologies, comme on dit sur le bâti. Et donc, c'est déjà comprendre. Et en fait, chaque bâti est différent. C'est-à-dire que un bâti médiéval en pan de bois n'est pas pareil qu'un bâti en brique art déco ou un bâtiment Renaissance en pierre. Et donc, chaque bâtiment réagit différemment au temps et à différentes pathologies. Et donc, une fois qu'on a cette expertise, donc un architecte qui analyse ce bâti, hein, mais je parle plutôt pour les monuments historiques hein, Mhm. dans ce cas-là, et ben après, on propose des interventions. Donc, comment on intervient? Et donc là, il y a des scénarios d'intervention et de projets du bâtiment par rapport à l'analyse qu'on a faite. Donc, qui fait appel à vous? C'est l'État, c'est la mairie, la municipalité qui fait appel à vous quand il y a des... Parce que j'imagine qu'il s'agit aussi des propriétés privées, non, Alors, sur nous, lesquelles vous donnez votre... Alors nous, on a une mission donc depuis les années 40 hein, de préservation. Donc en fait, par le code du patrimoine et le code de l'urbanisme, on intervient sur tous les projets en espace protégé. C'est-à-dire que Comme Vatra Luminosa, par exemple. par exemple, ouais, c'est-à-dire qu'un pétitionnaire, une personne qui veut changer ses menuiseries, ravaler sa façade, changer sa couverture, faire une extension, dépose un permis à l'autorité compétente, Mhm. qui est la ville de Paris par exemple, qui nous sollicite et nous donne un avis. Et donc on a un avis, ce qu'on appelle l'avis conforme, donc qui lie l'autorité compétente. Et donc en fonction de ça, on donne un avis favorable, on émet des prescriptions pour améliorer le projet, ou parfois un refus d'accord. Et donc on donne cette autorisation, enfin on donne un avis qui permettra aux décisionnaires de prendre l'arrêté et d'émettre l'autorisation. Mm. Alors, petite question un peu tricky, parce qu'en Roumanie, on a quand même, on s'est un peu interrogé pendant des années sur le laxisme de ce département, parce que j'imagine qu'il existe en Roumanie aussi existe des gens qui donnent leur avis, des spécialistes qui donnent leur avis, mais on a vu quand même qu'il y a des interventions qui ont été faites un peu n'importe comment. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des règles qui sont très strictes à respecter? Est-ce qu'il y a une sorte de déontologie de ce métier qui prime dans ce type d'activité? C'est-à-dire que, de manière générale, on réalise avec les collectivités des règlements patrimoniaux, donc Mm. un site patrimonial remarquable, qui donne un certain nombre de règles sur la préservation du bâti, sur la manière de construire, etc. Mais après, il y a la question de l'application. Mm. Comment on fait vivre un règlement?
Et donc ça, c'est en effet une question d'acceptation, d'acculturation de la part des partenaires, et une question aussi de comment on fait appliquer. Donc il faut que les personnes soient indépendantes, qu'elles aient les moyens aussi de faire appliquer ça, donc les moyens humains aussi de pouvoir à la fois conseiller, parce qu'en fait, une autorisation, c'est le conseil en amont, comment on explique les bonnes pratiques, après on donne l'autorisation, et après comment on contrôle ce qui a été bien fait ou mal fait. Et donc, il y a une question, voilà, en France aussi, on a ces questions-là, de la question des moyens. Et donc, il faut que tout ce processus fonctionne, l'amont, l'aval. Et en Roumanie, il y a, par exemple, le règlement de Vatra Liminoasa, qui est une zone protégée par le ministère de la Culture, a un certain nombre de règles. Donc, par exemple, les façades doivent être conservées, les arbres ne peuvent pas être coupés. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de différence. Il y a la même expertise et la même compréhension par les experts patrimoniaux en Roumanie. Mais après, il y a la question de l'indépendance et des moyens pour faire appliquer. Parce qu'il y a aussi, j'en discutais avec des collègues de l'Institut national du patrimoine, il y a eu cette naissance de l'Institut du patrimoine très tôt. Et puis quand le régime communiste est arrivé, il y a eu cette institution qui a cessé et qui est revenue finalement dans les années 90. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est aussi de redonner chair et de redonner des moyens à cette institution. Et je pense que voilà, en France, on a aussi ces questions-là, et il est toujours important de faire remonter ça à nos députés, sénateurs, et de leur faire comprendre finalement l'importance de donner des moyens adéquats pour préserver finalement notre patrimoine. Et comment on fait pour expliquer aux gens, aux propriétaires par exemple, pourquoi c'est important de respecter le patrimoine, pourquoi c'est important de ne pas faire tel ou tel type d'intervention. J'ai en tête un voisin, je ne suis pas dans une zone protégée, mais j'ai en tête un voisin qui un jour m'a dit que dans notre cour intérieure, il aurait préféré de raser tous les arbres et faire un grand parking. Donc, en fait, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Souvent, ce qui marche bien, c'est des exemples de bonnes pratiques. C'est d'expliquer voilà, que tel ou tel bâtiment a été restauré de cette manière-là, et ça fonctionne. Il faut donner aussi des arguments tangibles. Donc, par exemple, la végétation, la végétation, elle aide à perdre des degrés l'été. Elle permet la pollinisation, etc., etc. Et donc, en explicitant, en objectivant avec des arguments aussi scientifiques, on permet de faire comprendre aux gens. Et ça peut être des cahiers de bonnes pratiques, comme a pu faire Artchen récemment sur les zones protégées, et qui fonctionne très bien. Ça peut être aussi des ateliers d'été avec des ouvriers, etc., qui montrent les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, quand on change une fenêtre, on met du PVC à la place du bois. Alors le plastique, c'est un matériau qui vient de loin, qui est issu de la pétrochimie, qui pollue énormément, qui a une durée de vie très limitée, 20 ans, 30 ans, alors que le bois, on a en Europe encore des forêts, certaines forêts primaires, donc on a un transport qui est limité, donc moins de CO2 aussi dans le transport des matériaux, et on a une durée de vie qui est multipliée de manière exponentielle. Sauf que c'est cher. Voilà, donc c'est cher, et c'est toujours là où le bas blesse, où il y a un besoin, c'est un investissement supplémentaire de la puissance publique ou du privé pour inciter et aider aussi les personnes à dépenser plus. Mais voilà, en retour, ils auront aussi une contrepartie financière, et ça durera plus longtemps. În cartierul Vatra Luminoasă, pe strada Constantin Tănase, numărul 7, se află casa Ioan Hanciu. Acolo, Jeremy vă așteaptă sâmbătă de la ce oră? À partir de 7 heures. À partir de 7 heures, începând cu ora 7, pentru a vă prezenta această nouă rezidență artistică la casa Ioan Hanciu, rezidența lui Albert Kahn. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Merci beaucoup. Merci, Mihaela. Et bonne continuation. Merci. Încă 5 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.